Et nous reprenons maintenant le cours de nos échanges après avoir fait le point sur les chiffres du marché en nous concentrant sur l'année écoulée du point de vue de l'assurance maritime pour le marché français, un marché qui bénéficie, on vient de le voir, d'une trajectoire positive. Pour en parler, Pierre Delplanque, directeur du département transport chez CSI Saint-Honoré, vous avez réuni autour de la table 4 professionnels mobilisés pour le marché français. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter nos intervenants. Je commence par Marie-Noëlle Tinédiev, qui est directrice adjointe du cluster maritime français et qui va nous parler de l'écosystème maritime dans lequel nous évoluons, nous, membres de la communauté des assureurs maritimes et transports. Elisabeth Pinquier, directrice Chief Underwriting Officer marine de la région Méditerranée et Afrique pour AGCS. Michel Braffman, Chief Operating Officer de la Réunion aérienne. Donc Michel est dans le secteur aéronautique depuis plus de 25 ans, après une formation scientifique et commerciale, Centrale Paris et SEC, et puis je crois un diplôme en biologie moléculaire, si ma mémoire est bonne. Et Laurent Blasquez, qui représente ici les agents. Donc Laurent a exercé plusieurs activités, a une carrière internationale, avant de rejoindre la direction du groupe Sompo. Sompo qui, il y a quelques années, a fait l'acquisition de l'agent Martin Boulard. Et suite au désengagement de l'actionnaire, tu as repris donc cet agent et tu es le président du syndicat des agents en France. Et c'est à ce titre que tu vas nous parler du rôle et de la place des agents sur le marché français. Donc, je passe la parole à Marie-Noëlle qui va donc nous exposer les éléments de l'écosystème dans lequel nous évoluons. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs de m'avoir invité à l'occasion de cette nouvelle édition de Paris SMAT et ravi de pouvoir vous présenter le cluster maritime français et son écosystème dans lequel évolue Paris MAT, qui est à la fois une initiative soutenue dès 2016 par le CMF et depuis une composante du CMF. Alors, le cluster maritime français, c'est une association loi 1901 qui est un acteur du développement durable de la croissance bleue, qui rassemble donc depuis 2006 tous les acteurs de l'écosystème maritime, de l'industrie au service, toutes les activités liées à la mer. Le cluster est composé aujourd'hui de 430 entités membres, des entreprises de toute taille, les pôles de compétitivité, les fédérations sectorielles, les associations, les laboratoires, les centres de recherche, les écoles, les universités, des centres de formation, des collectivités, et ainsi que la Marine nationale. Le CMF a trois actions clés, la communication institutionnelle, les synergies opérationnelles et les actions d'influence. Et le CMF intervient auprès des décideurs et des pouvoirs publics à la demande de ses membres pour des dossiers stratégiques et essentiels à l'intérêt de l'ensemble de la filière maritime. Pour le CMF, la croissance bleue est nécessairement une croissance durable. Alors là, on est allé chez les gens. Voilà, ça c'était mon plan. C'est-à-dire soucieuse de la préservation de la ressource. Elle s'appuie sur une économie bleue composée de 3 piliers, social, environnemental et scientifique. La croissance bleue doit protéger et restaurer l'environnement, générant ainsi un développement de ses activités économiques. Alors, je vais démarrer ma présentation avec quelques chiffres. Il faut savoir que selon un chiffrage de l'OCDE, l'économie maritime mondiale représentait en 2015 1 500 milliards de dollars et devrait doubler d'ici 2030 pour atteindre donc les 3 000 milliards. En France, sur la base des derniers chiffres du cluster maritime français que vous voyez à l'écran, la filière maritime réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 92 milliards d'euros pour environ 360 000 emplois directs et 500 000 en incluant le tourisme. D'ici 2030, le cluster maritime estime qu'il devrait être possible d'atteindre un chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros et environ 1 million d'emplois. Là, vous voyez à l'écran le détail des chiffres justement de l'économie, du poids de l'économie, chiffres sectoriels, alors que vous pourrez retrouver effectivement en téléchargeant la présentation et que vous pouvez retrouver sur le site internet. Vous voyez donc les différents chiffres sectoriels, le poids et donc le global que je viens de vous annoncer. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser que l'on peut encore augmenter notre chiffre d'affaires et nos emplois? Alors, on a un concept au cluster qui s'appelle le facteur 20.
Le facteur 20 qui repose alors sur en fait, les 5 filières traditionnelles, donc le transport maritime, l'industrie navale, les produits de la mer, les ressources énergétiques comme le pétrole et le gaz et les câbles sous-marins. Il y a également 5 filières émergentes, dont les énergies marines renouvelables. Je ne vais pas aller trop dans le détail pour ne pas être trop longue. On a également donc, ces 10 premières raisons. La France, comme vous le savez, est un pays qui a des ressources d'ingénierie et d'expertise considérables dans au moins 8 secteurs transverses, dont les services de l'assurance et les services de courtage. Cela fait 18 raisons. La 19e, c'est la zone économique exclusive de la France, avec ses 11 millions de kilomètres carrés, qui confère à la France donc, une présence partout, sur toutes les mers du globe, et qui lui donne donc un rôle fondamental sur le plan économique et environnemental et géostratégique. La 20e raison, c'est l'héritage de l'histoire de la France avec ses leaders mondiaux dans tous les secteurs de l'économie maritime. Donc autant de facteurs qui doivent permettre à la France d'être au rendez-vous de la maritimisation. La France peut s'appuyer aussi sur tous ces acteurs publics que compte la France, donc le ministère de la Mer, le secrétariat général de la Mer, mais les différents autres ministères, la Marine nationale, je pense aussi à la direction des affaires maritimes, les services diplomatiques, et évidemment tout au tissu économique des acteurs privés, des entreprises et des grandes fédérations sectorielles. Le cluster dans le monde. Alors, le cluster est également aussi, je dirais à travers des clusters outre-mer qui ont été initiés depuis 2007. Vous voyez qu'il y a 7 clusters qui existent, qui sont en même temps animés, rassemblés par une personne aussi dans l'équipe qui s'appelle Alexandre Luskevich. Et nous avons aussi une présence à l'international, puisqu'on a lié des partenariats avec des chambres de commerce. Je pense à la chambre de commerce aussi française en Grèce, mais également à la chambre de commerce française France-Norvège, la chambre de commerce française à Singapour. Et depuis peu aussi, nous avons un partenariat développé avec les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, et notamment le CEMAF. Et donc plusieurs acteurs de l'assurance maritime participent aussi à ces actions, que ce soit là, toute l'année 2020, ça a été des webinaires, mais récemment, nous avons créé un groupe synergie avec le CEMAF pour développer la croissance bleue dans les pays du Golfe de Guinée. Là, j'ai souhaité vous présenter aussi, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des actions du cluster, vous présenter en fait les groupes synergie qui existent et dans lesquels les acteurs du monde maritime et notamment les assureurs et les courtiers d'assurance se retrouvent. Les sujets comme les drones maritimes, les navires autonomes, les ateliers cybersécurité, les énergies marines renouvelables, l'attractivité des métiers de la mer, cap sur l'égalité professionnelle, grands fonds marins et archéologie préventive en mer. Alors, action particulière aussi, action phare du cluster depuis 2019, c'est la création d'une coalition d'acteurs autour de la transition, pour la transition éco-énergétique du secteur maritime. Pour atteindre justement les objectifs de l'OMI à 2050, il faut développer de nouvelles solutions technologiques et repenser les opérations et les interfaces port-navire. Les risques sont donc accrus, avec de nouvelles énergies, de nouveaux systèmes automatisés, voire autonomes, et des enjeux liés à la biodiversité. L'assurance doit prendre toute sa place dans le programme Zéro Émission pour accompagner les industriels et les territoires dans les futures solutions en intégrant le risque. Cette coalition, vous le voyez sur la prochaine slide, voilà, réunit tous ces acteurs. Donc c'est piloté par le cluster, mais vous avez également le soutien du ministère de la Mer, de l'ABEM, des armateurs, des énergéticiens, des grandes fédérations sectorielles et nous souhaiterions que les acteurs de l'assurance maritime rejoignent cette coalition et donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous rejoindre. Autre action du cluster, et notamment ça porte sur l'emploi. Comme je vous ai listé plus en avant les groupes synergie, là spécifiquement je m'arrête sur donc, le groupe synergie attractivité des métiers de la mer du CMF, qui a contribué à l'organisation de la semaine de l'emploi, donc on est à la 3e édition, et là nous avons eu les chiffres de cette 3e édition qui était en format hybride. Il y avait quand même 260 actions en métropole et sur les territoires ultramarins qui ont été organisées.
Et nous vous invitons à participer à la prochaine édition qui se tiendra en mars 2022. Nous avons également contribué à la création d'un pôle emploi dédié au secteur maritime. Il y a aussi la mise en place d'un portail d'information sur les métiers de la mer. Et depuis peu, puisque nous avons aussi créé une série de e-rendez-vous tous les premiers jeudis du mois, destinés donc aux membres, pour écouter les membres qui apportent des solutions. Et on avait créé un e-rendez-vous dédié à l'emploi et à la formation maritime pour ces membres. Autre action aussi qu'on m'avait demandé de développer et que je fais avec grand plaisir, c'est l'action donc Groupe Synergie Cap sur l'égalité professionnelle. Alors depuis 2013, en fait, le cluster est très actif autour de cette question de l'égalité professionnelle. Donc il avait créé ce groupe Synergie. Il y a 2 actions, je dirais, phares que je voulais mettre en avant. Je vais vous parler d'abord en deux secondes de l'opération des ailes de l'océan, qui permet d'accompagner les entreprises qui ont besoin en fait, de faire connaître les métiers du maritime auprès notamment des jeunes, mais des jeunes filles en particulier. Donc avec un partenaire qui s'appelle Elle Bouge, on fait découvrir à travers le témoignage de marraines leur parcours, leur métier, et donc on fait connaître l'économie maritime à ces jeunes filles. Donc opération Les Ailes de l'Océan qui s'est tenue en 2018 en présentiel et depuis en visio, mais on espère évidemment avoir un bel événement national l'année prochaine. Et j'espère que les assureurs et tous les acteurs de l'assurance maritime se joindront à nous pour faire connaître les beaux métiers de l'assurance maritime. Voilà, on a aussi, et en parallèle, créé un observatoire qui s'appelle Cap sur l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque ceux qui ne se mesurent pas ne progressent pas. Et donc, on a un observatoire qui permet effectivement, en récoltant les chiffres à travers une enquête qui a été menée donc 3 fois. Et donc là, je suis très heureuse de vous présenter les 43 logos des répondants, des partenaires de l'Observatoire, Cap sur l'égalité. Donc vous voyez qu'il y a des entreprises, aussi bien des compagnies maritimes, des ports, les écoles, les industries navales, l'Ifremer, la Marine nationale, la Direction des affaires maritimes ont répondu à notre questionnaire. 43 répondants, vous regardez, ça fait à peu près 10% donc, du nombre des membres du cluster. Et en répondant à cette enquête, eh bien, nous avons, avec l'appui de notre cabinet d'études Odyssée Développement, donc réalisé cette enquête. Et sur les 43 entreprises qui ont répondu, donc, ça représente 74 000 emplois, dont 15 830 femmes. Donc 21,4% des effectifs sont des femmes. Alors, ce n'est pas suffisant, hein, on ne va pas s'en réjouir. Si vous comparez avec, alors attendez, hop, la prochaine slide. Si vous comparez avec le niveau national, le niveau est à 48,6, là on est à 21,4, donc on peut faire mieux dans le maritime. Mais vous voyez que ça progresse. Voilà, c'était la 3e enquête. Ça progresse tout doucement. On était précédemment donc, en dessous de la barre des 20%. Là, on dépasse les 21%. Et je pense qu'on peut faire mieux dans le futur. Alors, un petit point aussi sur une des productions de ce groupe Cap sur l'égalité professionnelle, puisque vous m'aviez demandé aussi d'en parler. On a extrait, dans le cadre de cet observatoire, les bonnes pratiques mises en place par les entreprises. Et à partir de cette bonne pratique, en fait, on en a réalisé des fiches, donc les 8 fiches bonnes pratiques. Donc là, vous avez un aperçu d'une des fiches à l'écran, mais que vous pouvez télécharger. Elles sont au libre accès sur le site internet du cluster. Et vous voyez donc que 8 thématiques ont été traitées avec aussi des témoignages d'entreprises pour illustrer ces thématiques. Et je vous encourage à aller les regarder. À chaque fois, on en a des bons retours parce qu'effectivement, c'est inspirant et les entreprises, les RH, les directions peuvent regarder effectivement ce qui se pratique pour voir si eux-mêmes pratiquent ces mesures qui permettent d'accélérer aussi la mixité et la féminisation dans les entreprises du secteur maritime. Et alors, je ne serai pas complète si je ne vous parlais pas de mon autre activité en parallèle du cluster pour vous dire un mot de Vista France, que je préside, l'association qui rassemble les femmes du secteur maritime. On est en fait membre aussi d'un réseau qui compte 4000 femmes dans le monde, dans 54 pays. Donc en France, on est 150
On organise des événements en invitant des dirigeants du monde maritime à s'exprimer sur les enjeux de leurs activités. Et on organise des événements entre membres, et on organise des visites de sites, on participe aux assises de l'économie de la mer, donc vous voyez d'ailleurs une photo en haut à droite, et on a à cœur de mettre en avant évidemment les femmes du secteur maritime à travers la presse et notamment aussi en organisant nos propres webinaires. Et là, j'avais organisé depuis fin 2020 jusqu'à maintenant un cycle de webinaires sur la transition éco-énergétique du secteur maritime en mettant évidemment les experts, hommes et femmes, sur ce sujet. Et un petit mot encore ? Vraiment un petit mot. Un petit mot encore. Voilà, j'ai été trop longue, désolée. Et donc j'avais aussi envie de vous montrer aussi parmi les membres du cluster aussi qui sont présents et qui nous regardent. Donc la liste, voilà, il y a une quinzaine d'entités membres au cluster qui sont dans le secteur de l'assurance maritime, et les courtiers d'assurance ou les fédérations. Et nous avons mis en place, et j'en finirai avec cette dernière slide, effectivement, une cellule risque et assurance du cluster maritime français qui est une nouvelle initiative portée notamment par Mathieu Bérurier que je salue et qui va, cette cellule, permettre de réagir dans l'urgence face à des événements majeurs touchant la communauté maritime, réfléchir collectivement à des sujets de fond sur les propositions des instances dirigeantes du cluster et en cohérence avec le comité d'armateurs de France, répondre ponctuellement à des questions aussi posées par les membres du cluster. On peut être amené justement sur le sujet des énergies marines renouvelables à rentrer spécifiquement sur des questions et l'équipe du cluster n'est pas forcément équipée et voilà, donc on fait appel à cette cellule dans ces cas-là. Et voilà, donc je vous invite effectivement à rejoindre le cluster et je serai ravie de répondre à toutes vos questions et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Marie-Noëlle pour ce tour d'horizon très complet du panorama économique, du panorama lié à l'emploi dans le secteur maritime, avec un message très fort, vous l'avez souligné, nous l'avons entendu, sur les objectifs de féminisation de l'emploi dans ce secteur d'activité. Alors avant de revenir au maritime, on va faire un petit détour par l'aviation et le spatial. Moi, quand j'ai commencé dans le courtage d'assurance il y a 25 ans, mon premier président m'a dit « Vous allez commencer par faire un peu d'assurance aviation, vous allez voir, c'est super intéressant, vous allez vous balader, il y a des clients partout dans le monde. » Et effectivement, j'ai découvert un secteur passionnant et j'ai découvert que des acteurs du monde entier venaient à Paris pour s'assurer. Alors à l'époque, il y avait une très bonne cave à la Réunion aérienne, donc je pense que c'était une des raisons pour lesquelles les risk managers des compagnies aériennes venaient, mais pas uniquement, parce qu'il y avait d'autres acteurs comme Allianz ou AXA qui n'avaient pas la même cave, et les risk managers leur rendaient visite aussi. Alors, avec Michel Braffman, on va passer 10 petites minutes, et tu vas nous expliquer quelles sont les forces du marché français dans ce secteur de l'assurance. Très volontiers, merci Pierre. Bonjour à tous et toutes. Donc il me revient le plaisir et l'honneur de mettre en perspective l'attractivité, les atouts du marché français dans les spécialités de l'assurance aéronautique et spatiale. Et dans ce domaine comme dans d'autres, on oublie un peu facilement la position unique, enviable, dont bénéficie le marché de l'assurance de ces spécialités en France. Et on va constater qu'il n'existe en fait nulle part ailleurs dans le monde un dispositif aussi complet et homogène au niveau de l'écosystème global. Alors naturellement, ça commence par les acteurs du domaine de l'assurance, les compagnies, les spécialistes, les courtiers, les agents. Il y a une assise industrielle extrêmement forte en France, avec des noms bien connus dont on va parler. Mais en fait, c'est tout un spectre, tout un continuum de compétences qui méritent d'être rappelés et mis en valeur. Et puis au final, un panaché diversifié et complet de compétences qu'on aime à qualifier de technique. Donc c'est la technicité, je pense, qui distingue un peu plus, qui fait la marque de fabrique
du marché français dans nos spécialités. Donc au niveau des acteurs du monde de l'assurance, nous avons naturellement des courtiers français et internationaux, des compagnies généralistes, des acteurs spécialisés, des acteurs français qui ont eux-mêmes des implantations et des bureaux, des partenariats un peu partout dans le monde, à Londres naturellement, mais également aux États-Unis, en Chine, en Russie et dans nombreux autres pays qui comptent dans les activités aéronautiques et spatiales. Et puis le marché français se montre attractif, comme tu le disais Pierre, parce que de nombreux groupes étrangers eux-mêmes ont fait la démarche de s'installer, de s'implanter fortement en France. Et donc tout ceci s'applique à toutes les spécialités de nos activités, donc le transport aérien, les compagnies aériennes, les risques spatiaux, comme Mathieu l'a rappelé, la construction aéronautique et spatiale, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, et puis également l'aviation générale, donc la petite aviation, qui est en fait, au niveau français, l'un des plus gros marchés au monde. Il est précédé par le marché nord-américain, qui est immense, mais juste derrière, même s'il y a un écart important, mais vient le marché français. Donc, on voit que ces caractéristiques donnent objectivement un rayonnement international qui le place, sans qu'on s'en rende bien compte, vu de loin, parmi les tout premiers au monde, à côté de celui de Londres. Et ce qui distingue très positivement le marché français de l'assurance aéronautique et spatiale par rapport à ses concurrents directs, c'est qu'il est adossé, il s'appuie, il est au service d'une industrie qui est extrêmement complète et performante, qui couvre l'ensemble du spectre des compétences. Donc les industriels qui sont au premier rang mondiaux, eux-mêmes s'appuient sur un tissu dense de sociétés, tout un écosystème sur lequel je vais revenir rapidement. Donc évidemment, d'abord les grands noms d'intégrateurs que tout le monde connaît, Airbus, Dassault, ATR, pour prendre les principaux, mais également des très grands systémiers et motoristes, Safran, Thales, pour ne citer qu'eux, qui eux-mêmes fournissent des équipements à tous les constructeurs du monde. Ils sont parmi les premiers fournisseurs des concurrents d'Airbus. Et puis un continuum de taille et de contribution de sous-traitants qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et de compétences. En fait, la France est, avec les États-Unis, le seul pays qui possède l'ensemble de la gamme des compétences qui permet de concevoir, fabriquer, produire en grande quantité des avions. Au-delà de ces aspects purement industriels en aéronautique, citons également les compétences dans le domaine des aéroports, avec ADP, Vinci Aéroports, qui vendent leurs produits dans le monde entier. Ce constat qui s'applique à l'aéronautique, on peut l'étendre au spatial, avec des compétences qui permettent de produire des lanceurs, des satellites, des charges utiles, des stations sol, avec des noms qu'on a déjà cités, qui sont également présents dans le domaine spatial, Airbus, Thales, le groupe Safran, Eutelsat dans le domaine de l'opération des satellites, et puis évidemment Ariane, produit historiquement reconnu. Mais d'autres aspects qui sont un peu moins connus, avec le BEA, le Bureau Enquête-Analyse. Alors, ce n'est pas une société commerciale, et ils ne vendent pas de produits, mais le fait que ce BEA soit saisi régulièrement lors d'accidents importants dans le monde entier est la marque d'un soft power très puissant de la compétence aéronautique en France. Et puis enfin, je ne l'ai pas écrit, mais je le dis parce que c'est important, il y a des formations de très haut niveau pour les techniciens, pour les ingénieurs, et ces formations accueillent de nombreux étudiants étrangers. Donc tout ce dispositif, tous ces acteurs qui ont un rayonnement et une diffusion de leurs services, de leurs produits sur tous les continents, le font souvent avec un rôle de leader
Airbus étant le plus connu d'entre eux, mais en fait ça s'applique à de nombreux autres acteurs de l'activité. Alors quelle est l'actualité de cette position enviable? Je crois que j'ai oublié de tourner la page. Cette position enviable de l'industrie, pour relever les défis qui nous préoccupent tous sur les objectifs de neutralité carbone. Alors on en a parlé, c'est un sujet d'actualité dans toutes les branches du transport. Évidemment, c'est le cas dans le domaine aéronautique. Et d'ailleurs, la table ronde que j'espère vous avez tous suivi hier, animée par Jean-Claude Gèze, avec les plus hautes sommités de l'Académie de l'air et de l'espace, a bien illustré de façon brillante la manière dont ce sujet complexe peut être traité, avec toute la lucidité que cela nécessite. Donc le panaché diversifié et complet de compétences basées sur la technicité est parfaitement qualifié pour relever ce défi. C'est un défi technique, mais c'est un défi logistique et diplomatique international, puisque rien ne se fera au niveau local. Et donc la capacité de rayonnement des acteurs français, de l'industrie, sera essentielle. Donc au niveau industriel, il y a des compétences de conception, de fabrication, de conception d'architecture modifiée, de R&D, qui existent manifestement en France dans tous les niveaux de la chaîne industrielle. Il y a également des sujets d'énergie. Alors là, on sort du domaine purement aéronautique, mais les capacités de production d'énergie sont également très bien dotées sur toute la chaîne de compétences en France, en partant des énergies fossiles, l'énergie nucléaire, indispensable à la production d'énergie électrique décarbonée, et puis toutes les filières de transformation chimique qui devront être développées. Et puis, c'est important, en ces périodes un peu troubles où tout le monde se cherche un peu, une capacité de discernement pour appliquer les bonnes solutions aux problèmes identifiés. Et pour parler du secteur du transport aérien, ce ne sont pas les mêmes réponses à apporter selon qu'on parle d'appareils de petite capacité, de courte distance, des moyens courriers, tels que les A320, pour prendre l'appareil le plus emblématique, et puis les longs courriers. Ce ne sont pas les mêmes solutions qui s'adapteront à ces cas de figure, et donc c'est important d'avoir cette capacité de discernement. Donc en résumé, la pluridisciplinarité telle qu'illustrée hier par les intervenants de l'Académie de l'air et de l'espace, hier, a vraiment exprimé les compétences complètes des acteurs de l'écosystème aéronautique français. Et nous, assureurs spécialisés, nous faisons partie de cet écosystème et nous entendons jouer pleinement notre rôle. Merci Michel pour ce tour d'horizon également très complet. Donc je me tourne à nouveau vers Elisabeth et Laurent. Donc retour sur le marché d'assurance maritime et transport. J'en profite pour rectifier un oubli dans la présentation de tout à l'heure. J'ai oublié de préciser, et c'est dans la continuité du thème sur la féminisation, que Elisabeth était la présidente de l'association des anciens élèves de l'école des mines d'Alès. Voilà. Donc je te passe la parole pour que tu nous présentes les forces du marché vues du côté des assureurs, et ensuite Laurent complétera par la vue des agents. Merci Pierre. Je vais commencer donc par une présentation rapide des forces du marché français sur l'assurance maritime et transport. Je dirais alors pas aussi spécifique que tu as pu le présenter pour l'aviation, mais tout de même, je crois que ces dernières années ont été, et Mathieu l'a présenté dans les chiffres, ont été des années extrêmement mouvementées, avec un retournement de cycle. On a aussi pu, et je ne ferai pas qu'une comparaison avec le marché londonien, mais c'est vrai qu'on a eu un retournement qui
qui a été fortement initié aussi par le marché londonien en forte contraction. On a eu des contractions en transport un petit peu, avec une dizaine de syndicats qui se sont retirés, mais surtout encore avec une vingtaine de syndicats qui se sont retirés et qui ont fortement contracté donc, la capacité côté corps, alors que côté cargo, on reste sur un marché qui a de nombreuses capacités et qui, dans le cadre de la fragmentation, permet justement d'avoir une capacité encore assez présente sur le marché français. On a un marché donc, qui présente des capacités de souscription importantes qui ont attiré et aussi une stabilité. Quand on parle de stabilité, c'est justement, on a eu moins de volatilité, de retrait de capacité in and out, et ce qui a été quand même, je pense, valorisé et, par nos assurés et par notre marché. Cette capacité de souscription va aussi de pair avec une stabilité financière, des notations financières stables qui ont rassuré et qui ont permis aussi de conserver nos capacités de souscription sur le marché français et qui nous a permis de bénéficier en partie justement de ce marché mondial à la hausse. Donc sur la solvabilité, qui est un paramètre important, elle est presque attendue comme due côté cargo, elle est très appréciée aussi côté corps, puisqu'on reste, ça a été légèrement évoqué hier, mais je crois vraiment important de souligner notre spécificité au niveau de la gestion des sinistres. Le marché français a une vraie valeur au niveau du management des sinistres et aussi de leur règlement. Soulignons aussi le rôle du Sésame avec plus de 400 experts dans de nombreux pays, si je ne me trompe pas, à plus de 60 pays, qui nous permet justement aussi d'avoir cette qualité d'expertise dans nos sinistres. Et je pense que c'est vraiment un point, même si on souligne, et Mathieu à juste titre a souligné aussi l'importance de notre rentabilité au niveau du marché, la gestion de nos sinistres est vraiment quelque chose qui est un vrai faire-valoir de notre marché français et sur lequel il est important de souligner notre savoir-faire. Quand je parle de diversification, je pense aussi à diversification des produits. Alors Michel, tu en as parlé côté aviation. C'est vrai qu'on a aussi cette spécificité côté France et côté maritime de pouvoir vraiment être présent sur de nombreux types de couvertures et qui donne toute la richesse à notre marché. C'est une richesse historique. On intervient en cargo, en commodities, en mid-market, sur les corps, que ce soit en construction, en hull and machinery. On a vu aussi hier Frédéric Denève sur les risques de guerre. On a des acteurs côté aussi pêche, yacht, plaisance, donc qui montre justement cette richesse aussi de ce panel d'assureurs et qui a aussi une stabilité dans le temps sur leurs compétences et sur leur capacité de lead. Et je pense que c'est aussi vraiment quelque chose qu'il faut favoriser. On n'est pas qu'un marché de suiveurs et on a vraiment ces capacités de mettre en place des programmes internationaux et aussi de mettre en place des programmes de construction et de lead sur différents types de corps. Donc je pense que c'est vraiment sur ces points-là qu'il faut faire valoir le marché français. Et on a cette compétence, je dirais justement, plurielle, aussi au niveau de nos apporteurs et de nos distributeurs. Je pense à tout notre réseau de courtiers et d'agents. Si je prends le réseau de courtiers, on a effectivement les larges courtiers internationaux qui sont très présents sur notre marché, mais aussi des acteurs spécifiques du marché français qui ont des connaissances historiques. Je pense au marché commodities, avec une implantation et une connaissance des traders suisses, du marché africain, et aussi côté construction avec des apports de clients internationaux, aussi bien nordiques, turcs, asiatiques, US. Donc je pense que vraiment ce côté international est à souligner dans la capacité de nos distributeurs à apporter du business sur le marché français. Et pour la partie agent, je vais laisser la parole à Laurent. Écoutez, déjà merci de nous donner la parole, c'est vraiment un plaisir de s'exprimer au milieu de vous. Donc les agents, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un métier qui est très ancien, qui remonte à l'origine au fait que les compagnies d'assurance déléguaient des pouvoirs, des sociétés qui étaient basées près des ports.
C'est un métier qui, aujourd'hui, représente à peu près 80 millions de primes en France. On est une quinzaine. Et c'est un métier qui est en plein essor et qui s'inscrit vraiment à côté du rôle des assureurs. On travaille très bien ensemble, on s'entend bien. Et également, on peut effectivement bénéficier du très bon travail qui a été accompli par les courtiers français à l'international, ce qui me donne d'ailleurs l'occasion de les remercier. Je parle peut-être de la situation, on va dire, aujourd'hui. On voit aussi se développer le rôle des agents pour deux raisons. La première, j'allais dire, c'est la ventilation des risques, puisqu'aujourd'hui, les grandes compagnies d'assurance vont avoir tendance à limiter leurs expositions, ce qui permet en fait à des agents de jouer un rôle de liant en fait, sur le marché qui, je pense, est apprécié. Et d'autre part, il y a également un essor qui est poussé par la régulation, c'est-à-dire que énormément de sociétés sur un marché du transport qui, malgré tout, représente à peu près 5% du marché de l'assurance non-vie. Ça permet en fait d'avoir une compagnie dans un État membre et ensuite certaines de ces compagnies vont satelliser leur offre dans les autres pays en utilisant effectivement le statut de MGA, donc Managing General Agent ou agent. Et on voit aujourd'hui, j'allais dire, une stabilisation du nombre d'acteurs en compagnie d'assurance. Et j'allais dire, à contrario, on voit aussi une augmentation du nombre d'agents. Et je trouve qu'en tout cas, la manière dont l'offre s'articule sur le marché français entre les compagnies et les agents se déroule, j'allais dire, parfaitement bien. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui s'améliore vraiment constamment. Il n'y a plus une défiance qui autrefois a pu exister. Aujourd'hui, on travaille vraiment avec bonheur. D'autre part, j'allais dire, les innovations qui ont été produites ces dernières années par les agents, étant donné qu'on est quand même en général des structures de taille TPE, PME, c'est-à-dire entre 5 et 30 personnes, ça permet à l'intérieur d'une société, par exemple on parlait tout à l'heure de risque politique et de cargo, on peut très facilement, en très peu de temps, produire une offre justement sur plusieurs produits. Et ça, c'est quelque chose qui est recherché par le marché. Et d'autre part, j'allais dire, il y a également une stabilité des effectifs au sein des structures, on va dire, d'agents souscripteurs, puisque souvent les agents en fait, sont les propriétaires ou les actionnaires de leur entreprise, qui du coup permet quand même d'avoir une stabilité des effectifs qui est en général assez importante et qui est plutôt prisée du marché. Voilà, c'est, j'allais dire aujourd'hui, une articulation assureur-agent qui, je pense, bénéficie à l'ensemble du marché. Merci Laurent. On a donc compris comment agents, courtiers et assureurs pouvaient interagir pour renforcer la place du marché français sur la scène internationale. Je vais à mon tour, en quelques minutes, faire un rapide bilan perspective de l'initiative ParisMat. L'objectif de ParisMat, c'est vraiment de donner de la visibilité au marché français et de communiquer sur les qualités qui ont été amplement développées par Elisabeth, Laurent et Michel. Alors comment et à travers quelles actions? Vous vous souvenez peut-être qu'il y a maintenant 2 ou 3 ans, une présentation a été faite du marché français en Grèce en partenariat avec la Chambre de commerce locale. D'autres initiatives de ce type étaient prévues, mais malheureusement, les restrictions sanitaires ont empêché d'organiser ce type de manifestation à l'étranger. Nous espérons que nous pourrons reprendre le chemin de ces rencontres avec des intervenants d'autres pays. La participation à d'autres rencontres d'assureurs et d'assurés, comme l'AMRAE, le FERMA ou la FANAF, sont également donc des lieux de rencontre où ParisMat aura la possibilité de s'exprimer et de rayonner. Un des objectifs de ParisMat est également d'organiser des webinars, et c'est organisé pour cela avec un comité éditorial représentant les différentes composantes, donc assureurs, agents, courtiers, et l'écosystème qui nous accompagne à travers donc, les experts, les avocats, mais également les assurés, avec la présence des armateurs et des chargeurs. Ceci aura pour objectif de
continuer à identifier les besoins, à identifier les nouveaux risques, de manière à pouvoir développer des solutions qui permettront à tous les acteurs de vivre sereinement leur activité en transférant les risques qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Donc ce premier pilier, c'est la communication et l'information. Et le deuxième pilier sur lequel va s'appuyer Parimat dans les mois et les années qui viennent, c'est la formation à destination des collaborateurs des sociétés d'assurance, collaborateurs des courtiers et des agents, mais également les collaborateurs des assurés, qu'ils soient dans le secteur des PME, ETI ou des grandes entreprises. Donc la formation et la communication vont faire ou font déjà de Parimat un fournisseur de contenu permettant de faire ressortir une identité forte et d'accroître la visibilité de l'assurance transport en France et surtout des spécificités françaises que tu soulignais tout à l'heure, Elisabeth, à l'étranger. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Il nous reste 4 minutes pour conclure sur les initiatives Parimat et sur les forces du marché français. Merci Pierre. Je pense qu'on a vu au sein de ce groupe toutes les valeurs aussi de ce marché, le dynamisme. Je pense que c'est sur le dynamisme aussi, on voit, tu l'as mentionné Pierre, vraiment l'importance de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers les questions aussi de nos assurés à l'avenir. Tu as mentionné la table ronde d'hier sur justement les questions de l'avenir aussi énergétique, etc. Je pense qu'on a beaucoup de questions. Régis mentionnait en ouverture hier le gigantisme, qui est un sujet, je dirais, qui n'est pas nouveau, mais qui reste un sujet d'avenir. On en a d'autres avec les cyberattaques. On a parlé hier aussi de tout ce qui était piraterie, brigandage, mais en fait, on a aussi tout ce risque cyber qui est une grande question. Je crois que c'était également mentionné. Et on voit qu'on a de nombreux sujets à regarder. Et je pense que justement, on a tout le dynamisme pour l'aborder, tant dans une phase de formation, mais aussi une phase d'écoute des besoins de nos assurés, puisque ça va de pair avec l'évolution de notre marché. On a vu aussi, avec le général Xavier Ducette, le dynamisme souhaité via le Fontenoy du Maritime sur la place du shipping français. On a la chance peut-être, ou le privilège côté assureur de ne pas être au 29e rang, tout comme les pavillons, et donc peut-être justement notre rôle d'assureur sera aussi d'apporter ce poids dans le Fontenoy du Maritime pour une revalorisation du shipping français. Voilà. Merci Elisabeth. Est-ce que nous avons quelques questions Pour l'instant, auxquelles nous la salle pourrions n'a pas répondre? réagi. Vous avez encore quelques secondes si vous voulez envoyer une question sur le chat. Mais je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions et cette table ronde rondement menée. Nous nous retrouvons du coup après une pause partenariat. C'est toujours l'occasion effectivement d'avoir des idées d'innovation avec des présentations de sociétés tech. Et juste après cette pause partenariat, ce sera une nouvelle table ronde, cette fois-ci sur les évolutions réglementaires sur le marché africain. À tout à l'heure.